La pauvre femme fut donnée en mariage à un inconnu, mais la nuit de noces, elle découvrit un choc. Camille n'avait que 24 ans, mais la douceur de son regard et la réserve de ses gestes lui donnaient l'air d'une jeune femme qui portait en silence le poids d'un monde plus vaste que le sien. Elle vivait avec sa mère, Lucille, et son petit frère de 9 ans, Paul, dans une maison modeste en périphérie d'un petit village aux abords d'Aix-en-Provence. Leur existence, bien que discrète et sans luxe, était autrefois paisible, rythmée par les saisons, les marchés locaux et les rires d'un père qui avait su, pendant des années, masquer la fragilité de leur situation financière. Mais depuis la mort de ce dernier, 2 hivers plus tôt, le quotidien s'était effondré dans une lente agonie silencieuse. La terre qu'ils cultivaient à peine suffisait à nourrir 3 bouches. Lucille, usée par les années et le deuil, passait désormais ses journées à calculer des chiffres qui ne fermaient jamais les colonnes de ses carnets. Paul, encore trop jeune pour comprendre les rouages de la nécessité, posait des questions dont personne n'osait formuler les réponses. C'est par une fin d'après-midi d'été, alors que la chaleur écrasait encore la terre ocre des collines, que Lucille entra dans la cuisine avec une lettre à la main et un regard que Camille ne lui connaissait pas. Un regard décidé, grave, presque résigné. Sans même prendre le temps de retirer son fichu, elle posa la lettre sur la table et dit simplement « Il faut que tu te maries, Camille ». Il n'y avait dans cette phrase ni joie ni tendresse, seulement l'urgence. Camille, d'abord figée, crut avoir mal compris. Elle regarda sa mère avec insistance, espérant un sourire, une nuance, quelque chose qui rendrait cette proposition moins abrupte. Mais rien ne vint. L'homme s'appelait Adrien. Il avait 30 ans, venait de la région de Bourgogne, et selon les mots écrits dans la lettre, était un négociant respecté à la tête d'une affaire en pleine expansion. Il cherchait une épouse sérieuse, discrète et sans passé encombrant. Le contact avait été établi par une ancienne amie de Lucille, désormais gouvernante dans la maison d'un notable de Dijon. Le mariage serait rapide, sans fiançailles. Adrien prendrait tous les frais à sa charge. Camille écoutait, les mains serrées sur ses genoux. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau dans sa poitrine. Elle, qui avait grandi en nourrissant des rêves de littérature, d'enseignement et de liberté, se retrouvait face à une réalité brutale, le sacrifice de son avenir contre la survie des siens. Lucille poursuivit, sa voix se brisant à mesure qu'elle tentait de justifier l'injustifiable. Elle parla des dettes, des hivers sans chauffage, des lettres de relance que Camille ne voyait jamais. Elle parla de Paul, dont l'avenir dépendait de cette décision. Et enfin, elle parla du respect que cet homme semblait inspirer, de la stabilité qu'il promettait, de l'opportunité qu'il représentait dans un monde où les femmes comme Camille n'avaient pas vraiment le choix. La nuit tomba sans que personne ne parle. Camille resta longtemps dans sa chambre, à contempler les étoiles par la fenêtre. Elle pensait à son père, à ce qu'il aurait dit, à ce qu'il aurait fait, mais il n'était plus là. Et les murs autour d'elle semblaient se resserrer un peu plus chaque jour. Le lendemain matin, elle donna son accord, non pas parce qu'elle y croyait, ni même parce qu'elle espérait. Elle le fit par devoir, parce qu'elle voyait dans les yeux de sa mère une détresse qui ne laissait plus place à l'orgueil, parce qu'elle savait que dire non, c'était condamner Paul à grandir sans avenir. Les préparatifs furent discrets, presque secrets. Il n'y aurait pas de grande cérémonie, ni de robe somptueuse. Camille porterait une robe simple, prêtée par une voisine. Le mariage aurait lieu dans une petite église du centre, un vendredi matin, loin des regards et des commentaires. Adrien viendrait la chercher lui-même, puis ils partiraient ensemble vers leur nouvelle maison, quelque part plus au nord. Camille n'avait jamais entendu parler d'Adrien avant cette lettre. Aucun visage, aucune voix à mettre sur ce nom. Juste quelques lignes manuscrites, froides, précises, impersonnelles. Elle n'avait jamais quitté Aix-en-Provence, et l'idée même de franchir la frontière de son univers familier la glaçait. Mais il était trop tard pour reculer. Les jours passèrent, rapides et silencieux. Sa mère ne cessait de lui rappeler que c'était la meilleure chose à faire. Les voisins, ignorant des véritables raisons, la félicitaient avec des sourires vides. Camille, elle, se taisait. Elle marchait comme une somnambule dans un rêve dont elle n'arrivait pas à se réveiller. La veille du départ, elle passa une dernière nuit dans sa chambre d'enfance, caressant les reliques de ce qu'elle avait été. Des livres au coin corné, des carnets de poèmes, une étoffe brodée par sa grand-mère. Elle savait que tout cela ne lui appartenait plus, que demain,
Elle deviendrait l'épouse d'un inconnu. Que demain, sa vie changerait à jamais. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose résistait. Un pressentiment diffus, une sensation étrange que ce mariage n'était pas seulement un arrangement, mais le début d'une histoire bien plus complexe. Une histoire dont elle ne connaissait pas encore les règles. Elle ferma les yeux. Le silence de la nuit pesait lourd, très lourd. Le jour du mariage arriva plus vite que Camille ne l'avait imaginé. Le soleil s'était levé tôt sur Aix-en-Provence, inondant les rues étroites d'une lumière dorée qui rendait tout, même les événements les plus lourds, presque supportables. Camille se tenait devant le miroir d'une chambre prêtée par la voisine du village, habillée d'une robe blanche sans fioritures, aux manches courtes et au col sage. Rien dans sa tenue n'indiquait une fête ou une célébration. Elle ressemblait davantage à une jeune fille qu'on aurait tirée d'un roman oublié et placée là sans explication. Les mains de sa mère tremblaient légèrement en ajustant la coiffure, mais aucune des deux ne parla. Depuis plusieurs jours, les mots s'étaient raréfiés entre elles, remplacés par un silence fonctionnel, presque mécanique. Paul, trop jeune pour comprendre le poids de ce mariage, courait autour de la pièce en agitant une fleur qu'il tenait comme un trésor. Camille lui sourit, mais son cœur restait impassible. Tout autour d'elle semblait s'animer comme un théâtre mal monté. L'église se dressait, petite et discrète, au centre du village. Aucun carrosse décoré ni ruban coloré ne marquèrent l'événement. Un vieil homme assis sur le banc de pierre à l'entrée leva à peine les yeux en les voyant passer. Le prêtre, un homme austère aux gestes mesurés, attendait déjà à l'intérieur, feuilletant distraitement son livre de prière. Adrien arriva exactement à l'heure. Il sortit d'une voiture noire sans ornement, garée à quelques mètres de l'église. Il portait un costume sombre, parfaitement ajusté, et une chemise blanche sans cravate. Camille le vit pour la première fois à cet instant précis. Sans avertissement, sans introduction. Il n'avait rien d'effrayant ou d'extravagant, mais quelque chose en lui provoqua immédiatement une réaction qu'elle ne sut définir. Son visage était élégant, ses traits réguliers, les cheveux bruns coiffés avec soin, la barbe parfaitement taillée. Pourtant, ses yeux étaient inhabités, fixes, comme s'il regardait toujours au-delà des gens. Il ne sourit pas, il ne la salua pas non plus. Il lui adressa un simple hochement de tête avant de se tourner vers le prêtre. Camille sentit un froid lui traverser le dos. Elle avait imaginé des dizaines de scénarios, mais aucun ne s'était approché de cette froideur presque clinique. Il ne semblait ni content ni mécontent, simplement présent, comme si ce moment n'avait aucune importance pour lui. La cérémonie fut brève, réduite à l'essentiel. Les phrases s'enchaînèrent mécaniquement, sans émotion, comme une transaction administrative. Camille prononça les mots attendus, les lèvres à peine mouvantes. Adrien fit de même, d'une voix posée, dénuée de chaleur. Aucun invité n'applaudit. Seule sa mère essuya discrètement une larme tandis que Paul se balançait sur ses pieds, fatigué d'attendre. Le prêtre clôtura l'acte d'un ton neutre, puis leur adressa une bénédiction rapide avant de se retirer. À la sortie, Adrien tendit son bras à Camille. Elle hésita une seconde, puis l'attrapa sans conviction. Sa main était froide. Lorsqu'ils se dirigèrent vers la voiture, il lui dit simplement « Nous avons un long trajet ». Pas un mot de bienvenue, pas une remarque sur la cérémonie, ni même une question sur ce qu'elle ressentait. Elle s'installa à l'arrière, à ses côtés, et la portière se referma avec un claquement sec. Le paysage défila pendant des heures. Des champs, des collines, des routes peu fréquentées. Adrien restait silencieux, les yeux fixés sur la vitre. Il ne tentait pas de faire la conversation, ne posait aucune question. Camille, elle, n'osait briser ce silence épais. Elle observait de temps à autre ses mains parfaitement jointes, ses paupières qui se fermaient parfois quelques secondes. Il avait l'air ailleurs, profondément ailleurs, comme s'il transportait avec lui une pensée qui le séparait constamment du présent. Ils traversèrent de petites villes dont Camille ne connaissait pas les noms. Elle ne savait même pas dans quelle direction ils allaient. Personne ne lui avait dit où se trouvait sa nouvelle maison, ni à quoi s'attendre. Elle n'avait aucune adresse, aucune référence. Tout avait été organisé par d'autres, sans qu'elle ait son mot à dire. Adrien, visiblement, n'était pas homme à s'embarrasser de détails. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la nuit tombait. La maison se dressait au bout d'une allée bordée d'arbres, à l'écart de tout. Une bâtisse ancienne, imposante, aux volets fermés et à la façade couverte de lierre. Camille descendit de voiture sans mots,
observant les contours sombres de ce qui allait devenir son nouveau foyer. Aucun voisin en vue, aucun bruit, si ce n'est le grincement du portail derrière eux. Adrien lui ouvrit la porte d'entrée, puis s'écarta pour la laisser entrer la première. L'intérieur était parfaitement rangé, presque trop. Tout semblait en place, figé, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. L'odeur était neutre, sans parfum ni trace humaine. Camille se sentit étrangère à chaque pas. Il la guida jusqu'à une pièce à l'étage, lui indiquant simplement « Voici votre chambre ». Elle ouvrit la porte, un lit, une armoire, une petite coiffeuse, aucune décoration, aucun objet personnel. Un espace fonctionnel mais sans âme. Adrien ajouta ensuite, toujours sur le même ton, « Je dors dans l'autre chambre, nous parlerons demain ». Et sans attendre de réponse, il disparut dans le couloir. Camille resta là, debout au milieu de la pièce, sans savoir quoi faire. Aucune nuit de noces, aucun regard tendre, rien qui évoquait un début de vie à deux. Tout avait été exécuté avec une précision distante, presque comme une procédure. Elle s'assit sur le bord du lit, observant les murs blancs, écoutant le silence qui l'entourait. Pas un craquement, pas un soupir, juste une solitude totale. Incapable de dormir, elle se leva et sortit discrètement de sa chambre. Les couloirs étaient sombres, les portes fermées. Elle descendit l'escalier, explora le rez-de-chaussée. Dans un petit salon attenant à la bibliothèque, elle ouvrit un tiroir d'un meuble ancien. Au fond, cachée sous quelques papiers sans importance, elle trouva une vieille photographie noir et blanc. Elle la tira doucement et l'observa. Adrien y figurait, plus jeune, souriant légèrement, aux côtés d'une femme au regard intense, aux traits étrangement proches des siens. La ressemblance était frappante. Camille sentit son estomac se nouer. Elle rangea la photo et referma le tiroir, les mains moites. En remontant à l'étage, elle passa devant la porte de la chambre d'Adrien, fermée à clé. Aucun bruit à l'intérieur. Tout semblait figé dans une attente invisible. Rien dans cette maison ne lui appartenait. Rien dans ce mariage n'était réel. Elle se coucha sans se changer, incapable de fermer l'œil, le regard perdu dans l'obscurité. Quelque chose n'allait pas. Et au fond d'elle, elle le savait depuis le premier regard. La maison était plongée dans un silence opaque. Aucun craquement du bois, aucun souffle de vent contre les volets. Camille, allongée sur le lit raide de sa chambre, gardait les yeux ouverts, scrutant l'obscurité comme si quelque chose allait soudainement en surgir. Ce n'était pas la peur qui l'empêchait de dormir, ni même l'angoisse du changement, mais cette sensation rampante que tout ce qui venait de se passer était fondamentalement artificiel. Le mariage, le voyage, l'arrivée dans cette maison froide, tout avait le goût d'un récit construit par d'autres, dans lequel elle n'avait été qu'un personnage secondaire forcé d'avancer sans comprendre le scénario. Elle se redressa lentement, les draps encore rigides d'un usage rare, froissant à peine le silence. Pieds nus, elle s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit légèrement. L'air extérieur était plus chaud que celui de sa chambre, presque rassurant, comme un souvenir du monde réel. Elle regarda le jardin, mais ne vit que des arbres figés et l'obscurité enveloppante. En bas, aucune lumière ne filtrait sous les portes. Adrien ne semblait pas plus éveillé qu'elle, mais une part d'elle doutait qu'il dorme réellement. Elle referma la fenêtre, remit ses pas dans le couloir et s'arrêta devant la porte de son mari, toujours fermée à clé. Elle posa doucement l'oreille contre le bois. Rien, pas un son. Était-il là? Avait-il quitté la maison? Elle n'en savait rien. L'attente devenait presque une torture. Il avait dit qu'il parlerait à demain, mais elle ne comprenait pas pourquoi ce soir devait être effacé, comme si leur union ne devait exister qu'à partir du jour suivant. Redescendue au salon, elle alluma une lampe discrète, dont la lumière jaune tremblait faiblement contre les murs. Elle retourna au petit meuble où elle avait trouvé la photographie plus tôt. Cette fois, elle tira les autres papiers, cherchant un indice, quelque chose qui donnerait un contexte à ce qu'elle avait vu. Rien, juste des documents administratifs, des factures anciennes, des relevés de comptes. Puis, dans un tiroir latéral, elle découvrit un carnet à la couverture de cuir usé, sans titre. Elle l'ouvrit, mais les pages étaient vierges. Un carnet neuf, jamais utilisé. Elle le reposa, frustrée. Son regard glissa à nouveau vers la photographie qu'elle avait replacée à la hâte. Elle la reprit, l'examina plus attentivement. Adrien y portait un costume moins strict et ses cheveux étaient plus longs. La femme à ses côtés, cependant, attirait toute l'attention.
Elle portait une robe à motifs légers, les cheveux détachés sur les épaules, un sourire en coin qui révélait une assurance naturelle. Ce qui troubla Camille, ce n'était pas seulement la ressemblance frappante, mais aussi la façon dont Adrien la regardait sur l'image. Un regard intense, presque protecteur, que Camille n'avait jamais vu diriger vers elle. Elle remonta avec la photo en main, retourna dans sa chambre et la cacha sous l'oreiller. Puis elle s'assit sur le lit, attendant quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Peut-être un bruit, une présence, un signe que cette maison contenait encore un peu de vie. Les aiguilles de l'horloge dans le couloir marquaient les heures dans une régularité insupportable. Minuit passa, puis 1 heure, et ce fut vers 2 heures du matin que Camille entendit des pas, feutrés, presque hésitants. La porte de sa chambre s'ouvrit lentement. Adrien se tenait sur le seuil, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise qu'il n'avait pas boutonnée entièrement. Son visage, à peine éclairé par la lumière du couloir, révélait une fatigue profonde. Il resta immobile un instant avant de dire d'une voix basse « Je ne veux pas que tu aies peur, je suis ici seulement pour te parler. » Camille hocha la tête sans dire un mot. Il entra, referma doucement la porte derrière lui, puis s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Il posa les mains sur ses genoux, comme pour s'ancrer à quelque chose de tangible, et la fixa avec une sincérité qu'elle ne lui avait encore jamais vue. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, mais je ne peux pas te le dire ce soir, » dit-il simplement. « Pas parce que je veux te cacher la vérité, mais parce que tu viens d'arriver ici. Tu dois d'abord comprendre certaines choses par toi-même. » Il se passa une main sur le visage, visiblement épuisé. « Je ne suis pas un homme mauvais, Camille, mais je ne suis pas celui que tu crois non plus. » Elle ne répondit pas. Chaque mot qu'il prononçait semblait la plonger un peu plus dans une énigme dont elle ignorait encore les règles. Adrien se leva ensuite, lentement, et ajouta « J'espère que tu pourras me pardonner un jour. » Il sortit sans autre explication, referma la porte derrière lui. Quelques instants plus tard, elle entendit le cliquetis de la serrure de sa chambre. Camille se leva immédiatement, ouvrit la porte, verrouillée de l'autre côté. Elle recula le cœur battant. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, mais une forme d'exaspération mêlée à une incompréhension grandissante. Elle n'était pas venue ici pour vivre dans une énigme permanente. Elle voulait savoir, comprendre. Le lendemain matin, la lumière entra par la fenêtre en une cascade pâle. Camille descendit à la cuisine, trouva Adrien assis, lisant un journal. Il leva les yeux, lui fit un signe de tête. Rien dans son comportement n'indiquait qu'il avait passé la nuit à verrouiller sa porte ou à parler de secrets inexprimables. Il proposa du café, du pain, tout à fait normalement. Camille accepta, mais garda le silence. Elle observa chaque geste qu'il faisait, notant la précision de ses mouvements, la façon dont il évitait son regard, préférant fixer la cafetière ou la table. Lorsqu'elle s'assit, il dit simplement « J'ai des affaires à régler en ville aujourd'hui. Tu peux explorer la maison si tu veux. » Puis il quitta la cuisine, la laissant seule avec son café brûlant. Elle ne perdit pas de temps. Dès qu'elle entendit la voiture s'éloigner, elle se mit à fouiller la maison méthodiquement, pièce par pièce. À l'étage, elle découvrit une salle fermée à clé, différente de celle d'Adrien. La poignée était ancienne, et la serrure semblait avoir été forcée à plusieurs reprises. Elle nota l'emplacement pour y revenir plus tard. Dans le bureau, elle ouvrit les tiroirs du bureau central. Des lettres non ouvertes, toutes adressées à Adrien, avec des cachets de différents départements. Elle en prit une au hasard, l'ouvrit. Une simple demande administrative concernant un ancien permis de construire. Rien de suspect. Mais derrière une pile de documents, elle trouva un double fond. Une petite cavité discrète dans le tiroir. Elle y glissa la main et en sortit un autre cliché. Une photo de la même femme que la nuit précédente, mais cette fois seule, debout dans le jardin de cette maison, un carnet à la main. Camille sut, à cet instant précis, que cette femme avait vécu ici, pas comme une visiteuse, pas comme une inconnue. Elle faisait partie intégrante de cette maison, de son atmosphère, de son histoire. Et pourtant, aucune trace d'elle dans les paroles d'Adrien. Aucun nom, aucun souvenir partagé. Elle rangea la photo, respira profondément. Une chose était certaine, elle n'était pas là par hasard. Et Adrien n'était pas simplement un homme endeuillé ou distant. Il y avait un fil invisible qui reliait cette maison, cette femme, et sa propre présence ici. Elle ignorait encore de quoi il s'agissait, mais elle était désormais déterminée à le découvrir.
Peu importait le silence d'Adrien, peu importaient les pièces fermées à clé, elle trouverait les réponses. Camille ne dormit presque pas cette nuit-là. Les images des photographies, les mots d'Adrien, le verrou dans le couloir, tout s'entrelaçait dans sa tête avec une intensité grandissante. Elle comprenait de mieux en mieux que quelque chose de fondamental lui était caché. Ce n'était pas une impression vague, ni un de ces doutes passagers qui s'évanouissent à la lumière du matin. Non, c'était une certitude. Il y avait dans cette maison, dans ce mariage, une histoire ancienne qui n'était pas morte. Une présence silencieuse qui imposait ses lois à chaque coin de meuble, à chaque pas dans les couloirs. Au matin, Adrien se comporta comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Il prit son petit déjeuner en silence, habillé comme toujours avec une sobriété presque excessive. Camille l'observait avec attention, tentant de déceler une faille dans cette façade impassible. À aucun moment il ne mentionna leur échange nocturne. Elle se demanda s'il regrettait ces mots, ou s'il préférait simplement les effacer de leur quotidien, comme on balaye un accident dont on ne veut pas assumer les conséquences. Ce jour-là, Camille prit la décision de le confronter. Elle attendit qu'il termine son café, qu'il range la tasse, puis, d'une voix calme mais déterminée, elle posa la photographie devant lui sur la table. Il la regarda sans réagir, ses traits restant fixes. Puis, très lentement, il leva les yeux vers elle. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle sans hésiter. Un silence dense s'installa. Adrien ne toucha pas la photo, ne tenta pas de la cacher ni de l'ignorer. Il la regardait, elle, comme s'il attendait un déclenchement de sa part. Enfin, il répondit d'une voix légèrement plus basse que d'habitude, « C'est quelqu'un du passé. » Cette phrase, formule vague et insatisfaisante, irrita Camille davantage qu'une insulte. Elle s'était attendue à une réaction, à un malaise, peut-être même à un déni, mais cette froideur contenue la déstabilisa. « Elle me ressemble, » constata-t-elle. « Ce n'est pas une simple coïncidence. » Adrien se leva, la photo toujours sur la table, et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dehors quelques instants avant de répondre « Je ne nie rien, mais je ne suis pas encore prêt à parler de tout cela. Tu as à peine commencé ta vie ici. » Camille sentit son cœur se contracter. La manière dont il utilisait les mots « pas encore prête »,« ta vie ici », comme si tout cela devait suivre un rythme qu'il avait déjà planifié, l'oppressait. Elle avait l'impression d'avoir été préparée pour tenir un rôle, pas pour vivre une existence véritable. Les jours suivants, Adrien continua de se montrer courtois mais distant. Il évitait les repas partagés, mangeait le plus souvent seul ou affirmait avoir des obligations ailleurs. Le matin, il sortait tôt, rentrait parfois tard. Lorsqu'elle tentait de l'aborder, il répondait peu, prétextant la fatigue ou des affaires urgentes. Mais ce n'était pas un détachement né de l'indifférence, c'était autre chose, un refus systématique de s'exposer, comme s'il portait en lui quelque chose de trop lourd, de trop dangereux pour être partagé. Camille commença à le suivre discrètement dans la maison. Elle notait ses habitudes, ses gestes. Elle remarqua qu'il entrait parfois dans une pièce près de la bibliothèque et y restait longtemps, sans jamais laisser la porte ouverte. Lorsqu'elle passait devant, elle entendait un silence absolu. Pas de voix, pas de mécanisme, pas même un mouvement. Elle observa aussi qu'il recevait des lettres régulières, toujours cachetées, qu'il ouvrait en cachette le soir dans son bureau, jamais en sa présence. Un soir, alors qu'il n'était pas rentré, elle décida d'entrer dans ce bureau. La porte n'était pas verrouillée. Elle fouilla les tiroirs, observa les livres, les cahiers, les enveloppes. Rien d'explosif. Et pourtant, tout semblait organisé avec un soin excessif. Les plumes rangées au millimètre, les lettres classées par ordre alphabétique, les horloges parfaitement accordées. Cette manie du contrôle lui glaça le sang. Dans un petit meuble latéral, elle découvrit un carnet. Pas un journal, mais un agenda détaillé, avec des annotations qui n'étaient pas toutes récentes. Elle y lut des notes sur des rendez-vous, des adresses, des noms qu'elle ne connaissait pas. L'un revint plusieurs fois. Élodie, le même prénom que celui qui lui était venu en tête en regardant la photographie. Elle détourna les yeux un instant, sentant une sorte de déréalisation l'envahir. Qui était Élodie? Que représentait-elle pour Adrien? Pourquoi ce silence, cette fuite constante autour de ce nom? Le lendemain, elle questionna le personnel de maison, un couple âgé qui s'occupait de l'entretien de temps en temps. Elle parla d'Élodie, d'un ton faussement désintéressé. L'homme se tut immédiatement, baissa les yeux et dit qu'il ne savait pas de qui elle parlait. La femme, elle, blêmit, puis se contenta de lui lancer un regard inquiet avant de changer de sujet. Ce comportement n'était pas seulement suspect, il était évocateur d'un secret partagé,
d'une peur commune. Camille commença à ressentir un malaise grandissant. Non pas une crainte pour sa sécurité, mais une sensation d'être entourée de murs construits pour l'étouffer. Cette maison n'était pas la sienne, elle n'était pas non plus un refuge. Elle ressemblait à un tombeau bien rangé, un musée d'une vie passée qu'on refusait de détruire. Elle retourna encore et encore à la photographie. Chaque fois, elle y trouvait un détail différent. La main d'Adrien sur le bras de la femme, la courbure de son sourire, la forme de ses yeux. Tout semblait lui dire qu'il y avait eu autrefois une histoire très forte, très pressante, que rien n'avait vraiment remplacée. Et maintenant, elle, Camille, était là, dans la peau d'un double involontaire. Elle comprenait que sa présence n'était pas due au hasard. Elle n'avait pas été choisie pour ses qualités, ni pour son caractère. Elle avait été choisie parce qu'elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Ce jour-là, elle cessa d'attendre qu'Adrien lui donne des réponses. Elle se promit de les trouver seules, non pas pour se venger ni pour provoquer une rupture, mais parce qu'elle refusait d'être un substitut, parce qu'elle ne voulait pas être la marionnette d'un deuil mal résolu. Et parce que plus elle avançait, plus elle comprenait que le silence d'Adrien était le symptôme d'une histoire bien plus trouble que ce qu'on lui avait laissé entendre. Camille ne pouvait plus ignorer l'évidence. Chaque jour passé dans cette maison renforçait l'idée qu'elle n'était pas la première à y vivre sous le titre d'épouse. Les silences, les regards évités, les photographies cachées, les réponses éludées, tout pointait vers une absence encore très présente. Le nom d'Élodie hantait l'espace, même sans être prononcé à haute voix. Il s'accrochait au mur, se glissait dans les gestes quotidiens d'Adrien, se reflétait dans l'organisation presque maladive de la maison. Camille comprenait désormais que pour saisir la vérité, elle devait aller plus loin que les questions directes, plus loin que les dialogues stériles. Elle devait chercher dans les recoins oubliés, dans les objets relégués, dans les traces que personne ne pensait qu'on pourrait suivre. La bibliothèque, vaste pièce située à l'extrémité de l'étage, était l'un des rares endroits qu'Adrien ne fréquentait presque jamais en sa présence. Il y entrait parfois, en sortait rapidement, comme si l'endroit lui rappelait quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Un matin, alors qu'il s'était absenté plus tôt que d'habitude, Camille décida de s'y rendre. Elle ouvrit les volets, laissant la lumière s'infiltrer entre les rideaux lourds, révélant la poussière qui dansait paresseusement dans l'air. Les étagères, bien entretenues, abritèrent des ouvrages de toutes sortes, traités économiques, romans classiques, essais philosophiques, journaux intimes reliés à l'ancienne. C'est en parcourant la 3e étagère, en poussant légèrement une rangée de livres sur les relations diplomatiques du XIXe siècle, qu'elle aperçut un mince carnet dissimulé derrière. Il était recouvert de tissu beige, un peu jauni, et portait des marques de doigts à peine visibles. Aucun titre, aucune date. Elle le tira doucement, le tenant comme un objet précieux, et alla s'asseoir dans l'un des fauteuils près de la fenêtre. Le carnet était un journal intime. L'écriture, fine et régulière, semblait appartenir à une femme méthodique. Les premières pages racontaient des détails anodins, le temps qu'il faisait, les repas préparés, des lectures commentées avec soin. Puis, au fil des pages, des réflexions plus intimes apparaissaient. Des doutes, des observations sur une relation ambiguë, des silences lourds, des soirées passées seules, alors que l'autre était enfermé dans ses pensées. Camille sentit une angoisse naître en elle à mesure qu'elle tournait les pages. C'est à la page 64 qu'elle trouva la première mention explicite du prénom Adrien. L'écriture était plus nerveuse, les lignes légèrement penchées, comme écrites sous l'effet d'un stress palpable. Adrien a passé la soirée à lire dans son bureau. Il ne m'a pas adressé un mot. Je crois qu'il sait. Puis, 2 pages plus loin, j'ai trouvé la lettre. Je ne devais pas la lire, mais je l'ai fait. Tout est vrai. Je dois faire attention. Camille se raidit. Elle retourna au début du carnet pour en chercher une signature. En bas de la première page, en lettres nettes, Élodie Durand. Le cœur battant, elle poursuivit sa lecture, les doigts serrés sur les pages. Les paragraphes devenaient plus erratiques, les mots plus chargés d'émotions. Élodie semblait se débattre dans une spirale de doute, d'incertitude et de solitude. Puis venait une page presque déchirée, dont le haut avait été arraché, mais où le reste du texte demeurait lisible. Il s'agissait d'un message désespéré. « Si jamais quelqu'un lit ceci, sachez que je n'ai jamais voulu disparaître. Mais s'il découvre que je sais, je n'aurai plus de temps. Il n'est pas ce qu'il semble être. Il pense me protéger, mais il me détruit. » À la page suivante, une phrase fut écrite, puis férocement rayée.
Adrien m'a dit que les mots étaient devenus illisibles à cause de l'insistance du stylo, comme si Élodie avait voulu effacer ce souvenir de sa propre mémoire. Plusieurs noms figuraient ensuite, mais un seul était complètement barré, avec une force rageuse, Adrien. Le carnet s'arrêtait brusquement là. La dernière page était datée du mois d'août 2018, 5 ans auparavant. Camille resta figée un long moment, le regard fixé sur cette date. Le journal n'avait rien d'un simple récit de solitude ou de mélancolie. Il dégageait une peur réelle, un appel à l'aide étouffé. Elle rangea le carnet sous son pull, sortit discrètement de la pièce et retourna dans sa chambre. Le carnet entre les mains, elle relut certains passages, tentant de comprendre entre les lignes. Qu'avait découvert Élodie? À quoi faisait-elle allusion lorsqu'elle parlait de lettres et de vérités cachées? Qu'est-ce qu'Adrien aurait fait ou dit pour susciter cette terreur sourde qu'on lisait entre les mots? Et surtout, pourquoi personne n'en avait jamais parlé? Pourquoi ce silence collectif autour d'un nom rayé mais omniprésent? Plus tard dans la journée, alors qu'elle recopiait certains extraits dans un carnet personnel, Adrien frappa à la porte. Il entra sans attendre de réponse. Il tenait à la main une enveloppe. Il déclara simplement qu'il devait partir le lendemain pour un déplacement de 2 jours. « La maison est à toi pendant mon absence. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux demander à Madame Lefebvre. » Elle acquiesça, jouant l'indifférence. Mais chaque fibre de son corps était tendue. Elle comprenait que ce serait l'occasion idéale pour poursuivre ses recherches. Mais avant cela, elle devait lui poser une question. « Est-ce que tu connaissais une femme nommée Élodie Durand ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui. Adrien se figea imperceptiblement. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il baissa légèrement les yeux et murmura « Ce nom appartient au passé. » « Et ce passé est-il dangereux ?» demanda-t-elle aussitôt sans hausser le ton. Il releva les yeux, mais son regard était désormais fermé, verrouillé. « Il est juste douloureux », répondit-il, avant de quitter la chambre. Camille se retrouva seule à nouveau, le carnet toujours contre elle. Plus elle avançait, plus elle réalisait que le passé d'Adrien n'était pas simplement une blessure mal cicatrisée. Il s'agissait d'un événement, ou d'une série d'événements, volontairement dissimulés, effacés de la surface, mais jamais réellement enterrés. Ce qu'Élodie avait écrit n'était pas le fruit d'une imagination déformée. C'était un avertissement, une tentative désespérée de laisser une trace pour qu'un jour quelqu'un puisse comprendre ce qui s'était réellement passé. Et cette personne, désormais, c'était elle. Camille passa les jours suivants dans une tension presque constante. Chaque fois qu'elle croisait un visage dans les ruelles du village voisin, elle palpait l'espérance d'entendre parler d'Élodie Durand, mais elle ne recevait que des regards fuyants, des soupirs contenus, ou parfois des silences si lourds que leur poids semblait vouloir l'écraser. Elle comprit vite que ce village, et tous ceux qui entouraient la maison d'Adrien, étaient liés par un pacte tacite, celui de ne pas poser de questions, de ne pas remuer le passé. Ce fut un matin pluvieux, le ciel chargé de nuages gris, que Camille s'aventura jusqu'à la mairie du village le plus proche. Son intention était simple, consulter les registres, tenter de trouver trace du nom Élodie Durand. Elle entra dans le bureau d'état civil, un lieu modeste aux murs blanchis, aux fenêtres étroites, où l'odeur de papier ancien se mêlait à celle de cire fondue des lampes. La secrétaire, une femme d'âge mûr, au visage marqué par les saisons, leva les yeux de son écritoire. « Madame, dit Camille, je cherche des informations sur Élodie Durand. Elle habitait ici, je crois. » La secrétaire cessa d'écrire. Un léger tremblement parcourut sa main. Elle répondit, la voix basse, comme si elle craignait que les mots mêmes ne réveillent une catastrophe ancienne. « Je ne suis pas certaine. Peut-être, je peux vérifier quelques registres, mais cela dépend des archives. » Elle se leva, conduisit Camille vers une armoire métallique remplie de dossiers. Il y avait des registres de naissance, de mariage, de décès, des cartons un peu cabossés. Camille tendit la main, tira un dossier ici, un autre là. S'arrêta sur un registre de naissance de l'année 2015. Aucun nom Durand, pas d'Élodie listée comme enfant née dans la commune. Elle feuilleta des registres de mariage, d'entrée et sortie de domicile, mais rien de probant. La secrétaire, après plusieurs minutes de silence, déclara « Il est possible qu'elle n'ait jamais été officiellement enregistrée ici ou qu'elle soit venue de l'extérieur. Les frontières communales sont floues, beaucoup de gens déménagent sans prévenir. Et puis, certaines choses ne sont pas inscrites dans les archives, vous savez.
Camille sentit une frustration cuisante lui monter à la gorge. Était-ce possible que toute trace officielle ait été effacée ou ignorée volontairement? Elle remercia la femme, sortit de la mairie, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Elle parcourut ensuite le village, s'arrêta devant des maisons aux volets clos, des jardins presque abandonnés. Interrogea les habitants, timidement d'abord. « Excusez-moi, vous connaissez Élodie Durand ?»« Non. »« Vous l'avez déjà vue ici ?»« Jamais entendu ce nom. » Ces réponses, si elles étaient attendues, laissaient toujours derrière elles un vide. Mais un soir, sur la place du village, près de la fontaine sèche, elle surprit une conversation. Deux vieilles femmes, assises sur un banc, chuchotaient à voix basse en la voyant passer. Elle s'approcha un peu, mais l'une se releva brusquement, l'autre la regarda comme on regarde une ombre qu'on préférerait ne pas reconnaître. « Qui était Élodie ?» demanda Camille, provoquant un silence immédiat. « Ce n'est pas notre affaire », répondit l'une, d'un ton qui ne souffrait pas la curiosité. Cette réponse laissa Camille muette. Elle sentit que le secret ne venait pas seulement d'Adrien, mais de tout un réseau de personnes, aplaties dans un silence commun. Voisins, anciens employés, habitants du village, peut-être même sa propre famille étendue. Avec le temps, Camille nota des indices discrets partout. Une femme âgée qui, devant elle, baissait les yeux en entendant le nom Durand. Un homme qui fermait subitement une fenêtre quand elle passait près de sa maison. Une jeune serveuse à la boutique qui la regardait longtemps, puis détournait les yeux. Pas de mots, juste des gestes, des hésitations, des fuites. Elle comprit que poser la question directement provoquait la peur chez d'autres. Peur d'un secret dévoilé, peur de réveiller quelque affaire douloureuse. Elle retourna souvent à la mairie, à la bibliothèque locale, aux archives paroissiales. Dans les vieux registres de l'église, elle trouva une trace, une Élodie Durand mentionnée dans les confessions. Mais le prêtre d'alors avait marqué « auditorium fermé » pour une confession incomplète, sans date, sans signature. Ce petit mot mystérieux, griffonné en marge, fit naître en Camille une certitude. Non seulement Élodie avait souffert, mais son histoire avait été cachée, contrôlée, manipulée. Un autre soir, Camille se rendit à l'ancienne demeure de l'école primaire, fermée depuis longtemps. On disait que c'est là qu'Élodie venait parfois pour des réunions clandestines, pour des cours de musique ou pour enseigner aux enfants du village. L'endroit était abandonné, les fenêtres condamnées, les planches pourries. Mais en grattant la peinture du panneau de la façade, elle trouva, presque invisible, des initiales gravées, ED, AD. Une inscription effacée, partiellement recouverte mais encore discernable. Élodie Durand, Adrien. C'était tout ce qu'elle trouva. Mais cela confirmait ce qu'elle savait déjà. Il y avait un lien, un passé commun, qui avait laissé sa marque physique dans ce lieu. Ces découvertes la firent vaciller. Le poids du silence, l'omerta du village, lui donnait l'impression d'être entourée d'un mur qu'elle devait percer, mais qui résistait. Elle voyait des portes fermées, des regards fuyants, des volets clos, comme autant de barricades autour d'une vérité qu'on s'efforçait de garder morte. Dans la solitude de la maison, elle rangea les quelques indices collectés. L'inscription gravée, le registre partiellement incomplet, les regards coupables. Elle les juxtaposa dans son journal personnel, cherchant un motif, un fil conducteur. Elle comprit que ce passé n'était pas seulement douloureux, il était structurant. Il avait façonné Adrien comme Camille le connaissait, façonné le village et même sa propre arrivée ici. Un soir, alors qu'elle relisait ses notes, elle trouva une lettre sur l'oreiller, pliée avec soin, glissée sous la porte. Elle la déplia. Elle la lut. Adrien écrivit qu'il avait appris la curiosité de Camille et qu'il comprenait qu'elle cherchait à comprendre Élodie Durand. Il demandait du temps, promettait de la vérité, mais non maintenant. Il disait que trop souvent, ce qu'on croit trouver finit par briser ce qu'on ne peut plus réparer, mais que son silence ne signifiait pas absence, mais protection. Protection de Camille, disait-il. Le mot « protection » y revenait plusieurs fois. Cette lettre laissa Camille entre deux états, un soulagement mêlé à une colère sourde. Il lui disait qu'il y aurait des réponses, mais aussi qu'il y avait des choses qu'il jugeait injouables, intouchables. Elle la posa sur sa table de nuit, regarda le plafond. Le jour finissait et la nuit arrivait, avec ses promesses et ses ombres. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas vivre dans l'ignorance encore longtemps, que le silence général ne la protégerait pas, qu'il l'enferma plutôt. Dans le miroir de sa chambre, elle chercha son reflet et ne trouva plus seulement Camille, mais un mélange confus de Camille et de quelqu'un d'autre,
Élodie. Elle sut que la voix du passé n'était pas un spectre mystérieux, mais une présence réelle, une blessure toujours ouverte. Et elle décida, pour la première fois, non plus de subir, mais de résister, de demander, d'exiger, parce que le silence d'un village ne l'effacerait pas. Le nom Élodie Durand ne serait pas rayé de tous les registres, et Adrien, quel qu'il soit, devrait un jour répondre. Le départ d'Adrien pour son prétendu déplacement de 2 jours fut pour Camille une libération momentanée. L'absence de ses pas discrets dans les couloirs, de son regard indéchiffrable, de sa voix toujours contrôlée, rendait l'atmosphère de la maison légèrement plus respirable. Pourtant, cette accalmie apparente ne suffisait pas à endormir l'urgence qui brûlait désormais en elle. Ce qu'elle avait lu dans le journal d'Élodie, ce qu'elle avait vu dans les rues muettes du village, et ce que lui disaient les silences d'Adrien formaient un tout cohérent. Il y avait eu un événement, un basculement, quelque chose de grave, et tout cela avait été volontairement enseveli. Elle comprenait que si elle voulait aller au fond des choses, elle ne pouvait plus attendre qu'on lui remette les vérités à demi-mot ou dans des lettres remplies de promesses creuses. Elle devait partir à la source. Elle fouilla les tiroirs du bureau d'Adrien à la recherche d'indices sur sa vie passée, sa famille, ses origines. Une boîte contenant d'anciens documents attira son attention. Correspondance notariale, certificats de naissance, dossiers médicaux. Elle y trouva une lettre avec l'entête d'un cabinet de Dijon adressée à Adrien, datant de plusieurs années. La lettre n'était pas ouverte, mais le cachet et l'adresse lui suffirent pour comprendre que c'était là-bas qu'elle devait aller. Dijon, une ville qu'elle ne connaissait pas, mais qui, visiblement, était le berceau de cette histoire. Elle prépara un petit sac, la lettre dans sa poche, prit le premier train au départ d'Aix sans prévenir personne. Le voyage dura plusieurs heures. Elle passa la majeure partie du trajet à fixer le paysage, se répétant les noms et les dates qu'elle avait trouvés dans les carnets et lettres. Le nom complet d'Élodie, les dates de disparition, les incohérences dans les papiers d'Adrien. Elle savait que ce qu'elle cherchait n'allait pas se trouver dans un livre ouvert ou sur une plaque de rue. Elle cherchait une mémoire effacée, une histoire enterrée, une vérité que beaucoup préféraient taire. À son arrivée, elle commença par la bibliothèque municipale. Elle demanda les archives de presse locales, se concentra sur les années 2017 à 2019. Ce fut dans une édition modeste d'un journal régional qu'elle trouva l'article qui fit tout basculer. Un encadré discret, sans photographie, mentionnant la disparition d'une jeune femme nommée Élodie Durand, 29 ans, connue localement pour son implication dans des projets sociaux et culturels. Fiancée à un jeune entrepreneur de la région, Adrien Lemoine. La dernière fois qu'elle avait été vue, elle quittait une réception privée donnée en leur honneur. Aucune trace n'avait été retrouvée. L'enquête avait été ouverte, mais classée faute d'éléments. Pas de témoins, pas de corps, pas de mobile. L'affaire avait été étouffée, recouverte par d'autres nouvelles. Camille ferma le journal lentement. Les mots « fiancé » et « dernière fois vue » tournaient dans son esprit comme une mélodie sourde. Adrien ne l'avait jamais mentionné, ni comme fiancé, ni même comme proche. Il avait parlé de douleur, de passé, de silence, mais il n'avait jamais parlé d'une disparition, d'un événement aussi grave. Elle continua de creuser, cherchant à comprendre pourquoi l'affaire avait été si vite oubliée. Aucun procès, aucun article de suivi. Elle consulta les archives judiciaires locales, trouva une note de classement. L'enquête avait été close quelques mois après les faits, sur décision du procureur. Le document indiquait absence de preuves concrètes. Pas d'indices, pas de corps, pas de témoignages fiables. En sortant de la bibliothèque, elle se rendit dans un petit café à côté. Elle montra l'article à la serveuse, une femme d'une quarantaine d'années, au regard vif. Dès qu'elle vit le nom Élodie Durand, la serveuse pinça les lèvres. Elle était douce, gentille, toujours là pour les autres. On l'aimait bien ici, mais on a appris à ne plus parler d'elle. Trop de tension. « Et Adrien ?» demanda Camille. « Vous le connaissiez ?» La serveuse hocha la tête. « Oui, il était charmant au début, discret, toujours bien habillé. Mais après sa disparition, il a quitté la ville. On n'a plus entendu parler de lui. Un jour, un type de la mairie a dit qu'il s'était installé dans le sud, avec sa mère. Certains ont trouvé ça étrange. »« Pourquoi étrange ?» insista Camille. « Parce qu'il n'a jamais cherché à relancer l'enquête. Il n'a pas affiché de détresse. Juste un silence parfait. Et puis, vous savez,
Quand on disparaît sans laisser de traces, ça laisse des soupçons, mais personne n'a rien pu prouver. Camille sortit du café, les mains tremblantes. Elle se rendit à l'adresse indiquée sur la vieille lettre qu'elle avait prise dans le bureau d'Adrien, un immeuble ancien au cœur de Dijon. Elle monta jusqu'au 2e étage. Le nom « Lemoine » figurait encore sur une boîte aux lettres. Elle sonna. Une vieille femme ouvrit, la silhouette frêle, mais le regard alerte. « Bonjour, je cherche des informations sur Adrien Lemoine, » dit Camille sans détour. « Vous êtes qui, vous » demanda la femme. « Je suis sa femme. » La femme cligna des yeux, comme si elle n'avait pas entendu correctement. « Vous ?»« Oui, on s'est mariés récemment. Je vis avec lui depuis quelques mois. » Un long silence suivit. Puis la vieille femme ouvrit un peu plus la porte. « Entrez. » L'intérieur était modeste, mais soigné. Camille expliqua tout. Les silences, les découvertes, les archives, Élodie. La vieille femme, qui se présenta comme Jeanne, l'ancienne gouvernante d'Adrien, soupira profondément. Élodie était la seule qui ait jamais compté pour lui. C'était une passion, pas un simple amour. Et puis elle a disparu, juste comme ça, un soir. Et il n'a plus jamais été le même. Il m'a épousée parce que je lui ressemble, n'est-ce pas? Je crois que sa mère espérait que ça le sauverait. Qu'une présence semblable à Élodie lui permettrait d'oublier. Mais on n'oublie pas ce qu'on n'a jamais compris. Et je pense que lui non plus n'a jamais su ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Camille sentit sa gorge se nouer. Jeanne posa doucement une main sur la sienne. « Faites attention. Ce n'est pas un homme dangereux, mais il est perdu. Et ceux qui sont perdus font parfois des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. » En quittant Dijon ce soir-là, Camille savait que le mystère n'était pas encore résolu. Mais une chose était désormais claire. Elle ne ressemblait pas à Élodie par hasard. Elle avait été choisie, placée dans cette maison pour un rôle précis. Et à présent, elle détenait les premières pièces du puzzle. Restait à savoir ce qu'elle en ferait. Le retour à la maison fut plus lourd que l'aller. Le paysage, pourtant inchangé, semblait avoir pris une autre dimension. Camille ne regardait plus les collines, les routes étroites, ni les villages traversés avec la naïveté d'avant. Elle connaissait désormais la vérité nue, ou du moins une grande partie. Élodie avait été la fiancée d'Adrien. Elle avait disparu sans laisser de traces. Et Camille lui ressemblait au point que la ressemblance seule avait justifié son mariage. Ce qu'elle ignorait encore, c'était la nature exacte de cette disparition et le rôle qu'Adrien avait réellement joué dans cette histoire. Il ne suffisait plus de deviner ou de supposer. Elle devait voir de ses propres yeux. À son arrivée, la maison était vide. Adrien n'était pas encore rentré, et tout était exactement comme elle l'avait laissé. Le silence, les ombres familières, l'odeur neutre des pièces, les volets entr'ouverts, rien n'avait bougé. Mais tout était différent. Elle ne se sentait plus invitée ou hébergée. Elle se sentait en mission. Et cette mission ne pouvait plus être freinée par les règles tacites qu'elle avait suivies jusqu'ici. Elle retourna dans le jardin, cet espace qui jusque-là ne lui avait inspiré qu'un ennui discret. C'était un jardin à la française, géométrique, bien entretenu, avec des allées de gravier blanc et des haies taillées avec rigueur. Mais ce jour-là, elle remarqua quelque chose. Un coin moins visible, à l'arrière d'un vieux mur de pierre où la terre semblait avoir été récemment remuée. Curieuse, elle prit une bêche accrochée au cabanon et se mit à creuser. À une trentaine de centimètres de profondeur, elle heurta un objet métallique. Elle écarta la terre avec ses mains, dévoilant une boîte en fer rouillé de la taille d'un petit coffre. Elle la tira lentement hors du sol, le cœur battant. La boîte était verrouillée, mais la serrure n'était pas solide. En fouillant dans l'atelier du garage, elle trouva un vieux trousseau de clés et essaya plusieurs. La quatrième tourna avec un cliquetis sourd. La boîte s'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit d'abord un tissu soigneusement plié. Elle le déplia lentement et reconnut une robe d'été, légère, à motifs floraux, exactement celle que portait Élodie sur la photographie. En dessous, il y avait un petit carnet noir épais, dont la couverture semblait usée par de nombreuses manipulations. Elle l'ouvrit. C'était un journal. Encore un, mais celui-ci semblait bien plus ancien que celui trouvé dans la bibliothèque. Il contenait des descriptions intimes, des pensées, des moments heureux et douloureux, des réflexions sur la solitude, la peur, l'amour, la dépendance. Mais à la fin, les pages devenaient plus courtes, plus sèches. Les phrases s'interrompaient. Un passage l'arrêta net. « Je pense qu'il ne me voit plus. Il me regarde. Il me touche,
Mais il ne me reconnaît pas. Je suis devenu une image. Je suis devenu une autre. Sous le carnet, il y avait plusieurs objets personnels. Un flacon de parfum presque vide, une broche en argent, une lettre pliée en 4, adressée à Élodie, à n'ouvrir que si je pars. La lettre était écrite de la main d'Adrien. Camille hésita puis l'ouvrit. La lecture fut un choc. Adrien y parlait d'un amour absolu, d'un attachement qui avait fini par lui faire perdre pied. Il écrivait qu'il ne supportait plus l'idée qu'Élodie le quitte, qu'il avait peur de la perdre à cause de ses doutes, de ses silences, de ses absences mentales. Il disait qu'il avait trouvé en elle une obsession qu'il avait longtemps cherchée. Et puis venait une phrase. « Si un jour tu ne veux plus de moi, je ferai en sorte que personne ne t'ait. » La phrase n'était ni poétique, ni métaphorique. Elle était brute et dangereusement claire. Camille sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle rangea tout dans la boîte, la referma et la cacha sous le lit de sa chambre. Puis elle monta au dernier étage. Elle n'avait jamais eu accès à la pièce verrouillée près du grenier, mais avec le trousseau de clés trouvé dans le garage, elle tenta sa chance. La 6e clé fonctionna. La porte s'ouvrit lentement. La pièce était plongée dans une pénombre étouffante. L'odeur de renfermé et de parfum ancien flottait dans l'air. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. C'était une chambre intacte, figée dans le temps. Des vêtements accrochés dans l'armoire, des chaussures alignées au sol, des livres sur la table de chevet, des photos sur le mur, toutes d'Élodie. Des objets personnels, une brosse à cheveux, des lettres d'amour soigneusement rangées dans une boîte en bois. Tout semblait entretenu, pas un grain de poussière, comme si cette pièce avait été préservée depuis des années. Camille resta un long moment immobile. Elle observait le moindre détail. Un dessin d'enfant sur le mur signé « E », une lettre inachevée sur le bureau, une paire de boucles d'oreilles sur le rebord de la coiffeuse. Chaque objet était une preuve. Non seulement Élodie avait vécu ici, mais Adrien avait gardé intact le sanctuaire de son existence, comme s'il attendait qu'elle revienne, ou comme s'il avait besoin de la faire revivre jour après jour. Rien dans cette pièce ne parlait de deuil. Tout parlait d'obsession. Elle s'approcha de l'armoire et caressa la manche d'une robe suspendue. Elle était identique à une robe que Camille avait trouvée dans sa propre penderie le jour de son arrivée. Adrien n'avait pas seulement conservé les affaires d'Élodie, il les avait reproduites, reconstituées, réinjectées dans la vie de Camille. Elle comprit à cet instant que rien dans sa présence ici n'était innocent. Chaque détail avait été pensé, choisi, contrôlé. De retour dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, la gorge nouée. Les souvenirs qu'elle n'avait jamais eus revenaient comme des ombres. Ce jour du mariage, le regard distant d'Adrien, l'étrangeté de la maison, les objets familiers qu'elle avait cru être les siens. Elle n'était pas venue ici pour être épouse. Elle était venue pour rejouer un rôle. Le soir, Adrien rentra. Il frappa à sa porte, entra. Il portait un air calme, presque détendu. Il demanda si elle allait bien, s'assit près de la fenêtre, lui parla du voyage, du climat, des affaires, comme si rien n'avait changé. Camille le regardait, le silence en elle plus fort que toutes les questions. « Tu m'as choisi à cause d'elle », dit-elle enfin. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, il répondit « Tu lui ressembles, oui, mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu ne m'as jamais vraiment regardé. » Il tourna le visage vers elle, les yeux brillants. Ce n'est pas vrai, mais Camille savait. Elle savait que dans cette maison, dans cette histoire, elle n'était pas Camille. Elle était Élodie, ou plutôt une Élodie reconstruite, contrôlée, recréée pour apaiser une culpabilité que lui seul connaissait vraiment. Ce qu'elle venait de découvrir ne pouvait plus être effacé. Rien ne serait plus comme avant. La vérité avait franchi les murs de cette maison, et avec elle, la nécessité d'agir. La nuit qui suivit la découverte de la pièce secrète fut la plus longue que Camille ait connue depuis son arrivée. Chaque objet vu, chaque mot lu, chaque vêtement touché prenait désormais un autre sens. Ce n'était plus une intuition ni une hypothèse. C'était un fait établi. Adrien n'avait jamais laissé partir Élodie, même après sa disparition. Il avait fixé son souvenir dans chaque recoin de cette maison, dans chaque geste du quotidien. Et Camille, involontairement, était devenue l'écho vivant de ce passé figé. Le lendemain matin, elle retourna dans la pièce secrète, cette fois avec un carnet à la main. Elle voulait tout consigner, les objets, les lettres, les détails. Elle photographia avec prudence certains documents à l'aide de son téléphone, prit des notes précises.
Elle décida d'ouvrir les tiroirs du bureau qu'elle n'avait pas explorés la veille. Le premier ne contenait que des papiers anodins, mais le second révéla quelque chose d'inattendu. Une série de lettres manuscrites, soigneusement empilées, scellées dans des enveloppes sans destinataire. Toutes portaient la même écriture nerveuse, irrégulière. Toutes étaient signées du même nom, Adrien. Camille en ouvrit une. Le ton était différent de celui des lettres précédentes qu'elle avait pu lire. Plus intime, moins calculé. C'était une confession. Adrien y parlait d'une culpabilité constante, d'une douleur qu'il ne savait pas gérer. Il évoquait des regrets, des souvenirs, des mots qu'il aurait dû dire, des gestes qu'il aurait dû retenir. Il écrivait « Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu es parti après la dispute. Tu disais que tu ne supportais plus mon besoin de tout contrôler. Je voulais juste que tu restes. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais maintenant, tout le monde croit que je t'ai poussé à bout. Et peut-être est-ce vrai. » À travers ces mots, Camille perçut un désespoir sincère, une faille que l'homme n'avait jamais laissé transparaître. Il ne niait pas sa responsabilité dans la disparition d'Élodie, mais il ne parlait pas de meurtre ni de violence. Il parlait d'un abandon, d'une rupture, d'un vide créé par la peur de perdre, et de la manière dont il avait tenté, vainement, de combler ce vide. Dans une autre lettre, il racontait la découverte d'un diagnostic médical, retrouvé parmi les affaires d'Élodie après sa disparition. Un dossier psychiatrique émis par une clinique privée de Dijon. Elle souffrait, selon ce rapport, d'un trouble dissociatif de l'identité. Les premières lignes du rapport décrivaient des épisodes d'oubli, des pertes de mémoire, des changements de comportement inexplicables. Camille sentit un poids dans sa poitrine en lisant ces mots. Elle n'en avait jamais entendu parler, ni dans les lettres, ni dans les journaux. Adrien, semble-t-il, l'avait appris seul, après coup. Il ajoutait dans sa lettre « Je me suis toujours demandé si je connaissais vraiment celle que j'aimais, ou si elle avait été toute sa vie deux personnes différentes. » Camille resta longtemps assise, la lettre tremblante entre les mains. Elle comprenait désormais que ce n'était pas seulement une obsession de la part d'Adrien. Il y avait aussi un besoin de réparer, de corriger ce qu'il considérait comme une erreur fatale. Il n'avait pas simplement cherché à reproduire Élodie. Il avait voulu refaire l'histoire, la reconfigurer, effacer le traumatisme par une nouvelle chance. Elle était devenue cette chance, mais dans cette volonté de recréer, il l'avait effacée. Il n'avait jamais regardé Camille pour ce qu'elle était. Il l'avait vue comme une version corrigée d'Élodie, comme une rédemption silencieuse. Chaque mot doux, chaque regard, chaque geste avait été contaminé par ce souvenir. Ce n'était pas de l'amour, c'était un transfert. Décidée à comprendre jusqu'au bout, Camille fouilla l'armoire de la pièce. À l'intérieur, caché derrière une rangée de vêtements, un petit coffret en bois attira son attention. Elle l'ouvrit avec précaution. Il contenait des carnets plus anciens, visiblement des journaux intimes d'Élodie. L'écriture, plus jeune, y était fluide, presque insouciante. Mais à mesure que les années passaient, le ton changeait. Elle parlait d'une sensation d'être observée, puis d'un malaise diffus, d'un sentiment d'emprisonnement. Elle évoquait un Adrien aimant, mais trop présent, trop inquiet, trop pressant. Puis venait cette phrase « Il me demande souvent qui je suis quand je dors. J'ai commencé à avoir peur. » Camille se demanda si Adrien avait jamais compris ce que vivait Élodie. S'il l'avait aimée vraiment, ou s'il avait aimé une version idéalisée, construite sur ses propres besoins de stabilité. Ce qu'elle lisait n'était pas une simple histoire d'amour tragique. C'était un enchevêtrement de peur, de troubles non diagnostiqués à temps, de solitude. Et à travers tout cela, un homme qui avait été incapable de faire la part des choses entre soin et contrôle. Elle retourna dans sa chambre avec les lettres et le carnet. Elle les étala sur son lit, les relut un à un, cherchant un fil logique. Ce qu'elle comprenait peu à peu, c'était que toute cette histoire reposait sur un malentendu profond. Adrien n'était pas un monstre, mais il avait été consumé par une incapacité à distinguer son besoin de réparer de celui de laisser partir. La question qui restait, cependant, était simple. Si Élodie avait disparu après une dispute, qu'était-il advenu de son corps? Pourquoi n'avait-on jamais rien retrouvé? Et surtout, pourquoi Adrien ne semblait pas chercher des réponses lui-même? Avait-il accepté sa disparition comme une punition? Avait-il volontairement étouffé ses doutes? Ou savait-il plus qu'il ne le disait? Camille savait qu'elle ne pouvait pas porter ce fardeau seule. Elle décida de contacter une avocate, amie d'enfance, pour lui remettre les documents trouvés.
Si un jour la vérité devait éclater, il faudrait que tout soit prêt, structuré, daté. Elle rédigea un long courrier, expliquant les faits sans passion comme un rapport. Elle glissa les copies des lettres, des journaux, des photographies, et envoya le tout. Le soir venu, Adrien frappa à sa porte, comme à son habitude. Il entra, demanda si elle allait bien. Elle répondit qu'elle avait passé la journée à réfléchir. Il s'assit, lui parla de choses banales, puis, comme pris d'un élan qu'il ne contrôlait pas, il lui dit « Tu es différente d'elle. Et pourtant, quand je te regarde, je crois encore la voir. Parfois, j'aimerais que tu sois elle. D'autres fois, j'ai honte de le vouloir. » Camille ne répondit pas. Elle comprenait enfin que le lien entre le passé et le présent n'était pas seulement dans les objets ou les lettres. Il était dans chaque battement de cœur de cet homme, assis en face d'elle, tiraillé entre ce qu'il avait perdu et ce qu'il n'avait jamais vraiment trouvé. Ce lien, elle ne pouvait plus le porter pour lui. Mais elle pouvait choisir ce qu'elle allait en faire, parce qu'il était temps de reprendre sa propre vie en main et de mettre fin à une histoire qui n'était pas la sienne. Camille ne dormait plus. Depuis plusieurs nuits, elle passait des heures entières à relire les lettres, à reclasser les documents, à aligner les événements comme les pièces d'un puzzle dont l'image ne cessait de changer. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. La vérité qu'elle portait maintenant en elle, les preuves accumulées, les souvenirs reconstitués, tout la poussait vers un point de rupture. Adrien, silencieux, semblait sentir cette tension croissante. Il évitait les longues conversations, s'éclipsait souvent dans le jardin ou dans son bureau, mais revenait chaque soir avec le même masque de calme, comme si rien ne menaçait son monde intérieur. Mais ce soir-là, Camille décida de ne pas attendre. Elle l'attendit dans le salon, les lettres posées sur la table basse, le journal d'Élodie grand ouvert à la page la plus déchirante, celle où elle écrivait « S'il découvre que je sais, je n'aurai plus de temps ». Quand Adrien entra, il comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Son regard se posa sur les objets étalés devant lui, puis sur Camille, assise, droite, les mains posées sur ses genoux. « Il faut qu'on parle », dit-elle simplement. Il ne répondit pas, mais s'assit en face d'elle, lentement. Il observa les documents, son visage neutre se fissurant imperceptiblement. « J'ai tout lu, tout vu. La pièce fermée, les lettres, le journal, les diagnostics. Je sais pour Élodie. Je sais qu'elle a disparu après une dispute. Je sais que tu as voulu me faire entrer dans une vie qui n'était pas la mienne. » Adrien baissa les yeux, puis les releva, profondément troublé. « Ce n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-il. « Je ne t'ai jamais menti sur ce que je ressens. C'est vrai, tu lui ressembles, mais je ne t'ai pas choisi pour ça. Pas uniquement pour ça. Je voulais croire que je pouvais tourner la page. » Camille resta silencieuse quelques secondes, puis répondit « Tu n'as pas tourné la page. Tu as construit une prison avec ses souvenirs et tu m'y as enfermé. Tu ne m'as jamais vraiment regardé. Tout, depuis le début, a été organisé pour que je devienne son ombre. Je ne t'ai jamais forcé à être quelqu'un d'autre, » répliqua-t-il la voix plus ferme. « Tu ne m'as pas laissé être moi, Adrien. Tu as reproduit ses vêtements, ses habitudes. Tu as même gardé son parfum. Tu as gardé sa chambre comme un sanctuaire. Tu n'as pas fait ton deuil. Tu as fait de moi un fantôme vivant. » Adrien se leva brusquement, fit quelques pas dans la pièce, les mains serrées en poing. « Tu ne comprends pas, » dit-il. « Elle est partie. Un soir, sans rien dire. Elle m'a laissé seul. Avec tout ça, je n'ai jamais su pourquoi. Personne ne l'a su. Et tous m'ont regardé comme si j'étais coupable. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Je n'ai jamais rien fait de mal. Alors pourquoi avoir enterré une boîte de ses affaires dans le jardin? Pourquoi garder ses lettres, ses journaux, sa vie entière comme un reliquaire? Tu voulais quoi? Qu'elle revienne ou que je la remplace? » Adrien se figea, dos à elle. Sa respiration était irrégulière. Camille se leva lentement. « Si tu veux savoir pourquoi elle est partie, tu dois accepter qu'elle ait peut-être eu peur. Pas de toi en tant qu'homme violent, mais de toi en tant qu'homme incapable de la laisser être libre. Tu voulais qu'elle t'aime selon tes règles. Elle n'en pouvait plus. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Je l'aimais. Je l'aimais plus que ma propre vie. Tu l'as aimée à ta manière. Et tu as voulu continuer à l'aimer en me choisissant moi. Mais je ne suis pas elle. Je n'ai jamais été elle. Je suis Camille. Et je refuse de continuer à vivre dans une maison où mon identité est une imitation. » Un silence brutal s'installa.
Adrien reprit place sur le fauteuil, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. J'ai cru que je pouvais faire les choses différemment. Offrir ce que je n'ai pas su lui donner. Corriger mes erreurs. Ce n'était pas à toi de corriger quoi que ce soit. Tu devais faire ton deuil. Accepter que certaines choses ne s'expliquent pas, que certaines personnes partent sans nous laisser la fin de l'histoire. Il releva la tête, les yeux cernés. Tu veux que je disparaisse? Tu veux que je parte? Non. Je veux que tu dises la vérité. À moi. À toi. Et peut-être même aux autorités. Je n'ai rien fait d'illégal, dit-il aussitôt, les mains tremblantes. Rien. Alors prouve-le. Dis tout. Montre-le. Sois honnête. Adrien resta silencieux. Longtemps. Puis il se leva, alla chercher un dossier dans son bureau. Il le posa devant elle. À l'intérieur, des documents officiels, des échanges avec la police, des témoignages de voisins, des mails. Il y avait là tout ce qu'il avait fait pour retrouver Élodie. Des mois d'enquête personnelle, des questions envoyées à des associations, des signalements. Il n'avait jamais rien trouvé. Je n'ai pas tué Élodie. Je ne sais pas où elle est. Je n'ai jamais cessé de chercher. Mais j'ai arrêté de parler. Parce que tout le monde m'a regardé comme un assassin. Et que je ne savais plus quoi dire. Camille referma doucement le dossier. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre dans cette maison comme dans un mausolée. Tu dois vivre ailleurs. Autrement, je ne resterai pas ici. Adrien hocha la tête. Il semblait vidé. Que veux-tu que je fasse maintenant? Demanda-t-il. Je veux que tu demandes de l'aide, que tu parles à un professionnel, que tu comprennes que ton chagrin a façonné ton monde jusqu'à le rendre invivable. Tu n'es pas un monstre, Adrien, mais tu n'as pas le droit de m'utiliser pour réparer ce que tu as perdu. Il s'assit de nouveau, plus calme, plus résigné. Je le ferai. Si tu veux que je parte, je partirai. Si tu veux que je parle, je parlerai. Je suis fatigué de me battre contre ce qui est déjà parti depuis longtemps. Camille ne répondit pas. Elle savait que le plus dur avait été dit. Et maintenant, c'était à elle de choisir ce qu'elle ferait de cette vérité. Elle n'était plus piégée, elle était libre. Et avec cette liberté venait la possibilité de se reconstruire. Pas pour jouer un rôle, pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais pour être enfin elle-même dans toute sa vérité. Le lendemain matin, la lumière entra doucement dans la chambre que Camille n'avait jamais vraiment considérée comme la sienne. Le silence habituel semblait alourdi par les événements de la veille. L'affrontement avec Adrien n'avait pas laissé place à des cris ni à des éclats, mais à une tension suspendue, faite de vérités trop longtemps contenues. Camille avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir, à repasser dans sa tête chaque détail de son séjour, chaque regard d'Adrien, chaque réponse évitée, chaque silence pesant. Une conviction claire s'était formée. Elle ne pouvait plus rester. Elle prépara ses affaires en silence, évitant de réveiller les souvenirs qui s'étaient logés dans les murs. Elle rassembla les documents qu'elle n'avait pas encore envoyés, prit quelques vêtements, glissa le journal d'Élodie dans sa valise. Avant de quitter la chambre, elle s'arrêta un instant devant le miroir. Ce qu'elle y vit n'était plus la jeune femme silencieuse, transportée malgré elle dans une vie construite par d'autres. Ce visage fatigué mais déterminé était celui d'une femme qui avait survécu à un engrenage de manipulation douce mais puissante. Elle descendit les escaliers lentement. Adrien l'attendait dans le salon, comme s'il avait su. Il se leva en la voyant, visiblement tendu mais n'essaya pas de l'arrêter. Elle posa sa valise près de la porte, le regarda droit dans les yeux. « Je pars, dit-elle. »« Je sais, répondit-il. Tu avais raison. Tu n'as rien à faire ici. » Il semblait sincère, vidé, presque soulagé. Un long silence suivit, puis, au moment où elle s'apprêtait à ouvrir la porte, il l'interpella. « Attends, avant que tu partes, j'aimerais que tu lises ça. » Il lui tendit une enveloppe, une lettre, scellée. Camille hésita, la prit, la garda dans sa main sans l'ouvrir. « C'est quoi ?»« La vérité. Ou ce que j'en ai compris. C'est la dernière chose que j'ai trouvée sur Élodie. Une lettre qu'elle m'avait laissée, mais que je n'ai ouverte que récemment. Je ne te demande pas de me croire. Je veux juste que tu partes avec tout, pas seulement avec ce que tu as vu. » Elle hocha la tête, prit la lettre, sortit sans un mot de plus. Dans le taxi qui l'emmenait vers la gare, elle ouvrit enfin l'enveloppe. L'écriture était celle d'Élodie. Quelques lignes seulement. « Adrien, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je me sens étrangère à mes propres pensées. Parfois, je ne reconnais pas mes gestes. Tu dis que tu veux m'aimer pour ce que je suis, mais moi-même, je ne sais plus qui je suis.
J'ai peur de devenir quelque chose que je ne contrôle pas, et j'ai peur de te faire du mal. C'est pourquoi je dois partir. Peut-être que c'est la seule façon de nous sauver. » Camille relut la lettre plusieurs fois. Élodie n'avait pas fui Adrien, elle s'était fuie elle-même, et dans cette fuite, elle avait laissé derrière elle un homme incapable d'accepter ce vide. Adrien n'était pas un manipulateur dans le sens cruel ou cynique. Il avait été brisé, et il avait tenté de reconstruire une réalité plus supportable en faisant de Camille un substitut, sans jamais lui dire. Arrivée à la gare, Camille prit un train vers le nord, vers la région où vivait sa tante maternelle. Une femme qu'elle n'avait pas vue depuis des années, mais qui lui avait toujours offert un espace de tranquillité dans son enfance. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner vivre chez sa mère, ni reprendre sa vie d'avant. Elle avait besoin d'un nouveau départ, d'un lieu où elle ne serait ni une épouse, ni une ombre, ni un miroir du passé. Sa tante l'accueillit, sans poser de questions. Elle lui proposa une chambre, un repas chaud et le silence bienveillant de ceux qui savent qu'on a besoin de temps. Camille dormit pendant 12 heures d'affilée. Lorsqu'elle se réveilla, elle sentit pour la première fois depuis des semaines que quelque chose en elle s'était délesté. Elle chercha un emploi, trouva un poste dans une petite école de campagne, enseignante suppléante. Ce n'était pas son projet de vie initial, mais cela lui convenait. Le contact avec les enfants, la régularité des journées, l'innocence des échanges, tout cela l'aidait à réapprendre à respirer. Elle n'était plus l'épouse d'Adrien. Elle n'était plus le double d'Élodie. Elle redevenait Camille. Un après-midi, elle reçut une lettre d'Adrien. Courte, pas d'excuses, pas de plaidoyer. Il écrivait simplement qu'il avait commencé une thérapie, qu'il avait quitté la maison, qu'il s'était engagé à ne plus chercher à la contacter sans son accord. Il disait aussi qu'il avait remis aux autorités locales tous les documents qu'il possédait sur la disparition d'Élodie. Si un jour quelqu'un veut rouvrir l'enquête, ils auront tout. Camille relut la lettre avec émotion. Elle n'éprouvait plus de colère ni de peur, juste une forme de tristesse douce et mature. Elle avait compris que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement, mais qu'on pouvait apprendre à vivre avec, à leur faire une place sans qu'elle dicte chaque décision. Elle rangea la lettre dans un tiroir près du journal d'Élodie, non comme une relique, mais comme un témoignage, une preuve qu'elle avait traversé quelque chose de grand, de lourd, et qu'elle en était sortie debout. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait désormais une chose essentielle. Elle n'était plus un prolongement de l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle écrivait la sienne, pas à pas. Et cette liberté, conquise à travers la douleur, valait plus que toutes les promesses silencieuses d'un amour fondé sur une absence. Les semaines qui suivirent l'installation de Camille chez sa tante furent marquées par une reconstruction silencieuse. Elle vivait dans une petite chambre donnant sur un jardin, où les arbres fruitiers laissaient tomber leurs feuilles lentement, comme pour l'accompagner dans ce cycle discret de renaissance. Elle n'avait pas besoin d'en faire trop, de dire trop, ni de se justifier. Sa tante, femme pragmatique et discrète, lui offrait l'espace nécessaire pour respirer, pour penser, pour commencer à comprendre ce qu'elle voulait faire de ce qui lui restait. L'école où elle travaillait temporairement était modeste, située en bordure d'un village de quelques centaines d'habitants. Chaque matin, elle se rendait à pied dans la salle de classe où l'attendaient une vingtaine d'enfants aux yeux curieux. Ils ne savaient rien d'elle, sauf ce que leur avait dit la directrice. C'est la nouvelle maîtresse. Et c'était tout ce dont Camille avait besoin pour exister à nouveau. Elle n'était plus l'épouse d'un homme tourmenté, ni le reflet d'une disparue. Elle était celle qui écrivait au tableau, celle qui corrigeait les devoirs, celle qui écoutait les histoires inventées pendant la récréation. Un jour, en rangeant ses affaires dans la bibliothèque de l'école, elle trouva un cahier oublié, avec une phrase écrite maladroitement par un élève « Je veux devenir quelqu'un que personne n'a jamais été ». Ces mots l'arrêtèrent net. Elle les lut et relut, et y vit une vérité simple, mais brutale. Pendant trop longtemps, elle avait été modelée par les attentes, les silences, les absences, les projections des autres. Maintenant, elle voulait exister pour elle-même, à sa manière, avec ses propres contours. Elle reprit son journal, celui qu'elle avait commencé après son départ. Elle y notait ses pensées, non pas pour se souvenir, mais pour ne pas se perdre. Chaque page était un effort pour mettre de l'ordre dans ce qu'elle avait vécu. Elle écrivait sur la maison, sur Adrien, sur la lettre d'Élodie. Mais plus encore, elle écrivait sur ce qu'elle ressentait maintenant, loin de cette maison, loin du passé.
le soulagement de ne plus avoir à porter une douleur qui n'était pas la sienne, le poids qu'elle avait choisi de déposer volontairement. Un matin, alors qu'elle se préparait pour l'école, elle reçut une lettre, une enveloppe simple, sans signature apparente. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une déclaration officielle. Adrien avait transféré à la gendarmerie l'ensemble des documents concernant la disparition d'Élodie Durand. Il avait demandé que l'enquête soit réévaluée à la lumière des éléments retrouvés, notamment les journaux, les lettres et les témoignages conservés. Il s'était également soumis volontairement à un interrogatoire approfondi et avait accepté de se faire suivre par un psychiatre indépendant tout en coopérant pleinement avec les autorités. Camille lut la lettre en silence. Ce n'était pas une demande de pardon, c'était un acte, une manière de dire « Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux arrêter de fuir ». Elle n'éprouva ni triomphe ni vengeance, juste une forme de paix mélangée à une tristesse mature. Adrien avait choisi d'agir, et elle avait choisi de partir. Deux décisions séparées, prises dans des directions opposées, mais nécessaires pour que quelque chose change enfin. Elle répondit par une simple carte, sans mots longs, sans discours. « Je prends acte. Je souhaite que tu continues dans cette voie. Pour toi, pas pour moi. » Elle signa simplement « Camille ». Quelques jours plus tard, la directrice de l'école lui proposa un poste permanent. Camille hésita. Elle savait que cette région n'était qu'un point de passage, un sas de transition. Mais elle sentit, en regardant les enfants jouer dehors, qu'elle pouvait y ancrer quelque chose de stable. Pas une vie entière peut-être, mais une étape. Elle accepta. Elle emménagea dans un petit appartement au-dessus de la librairie du village. Une pièce principale, une cuisine simple, une salle de bain minuscule, mais tout était à elle. Elle choisit les rideaux, les livres, les draps, sans qu'aucune main extérieure ne guide ses choix. Chaque objet qu'elle posait avait du sens. Chaque décision, même la plus anodine, lui appartenait enfin. Elle invita sa tante pour un dîner. Elles parlèrent peu, mais beaucoup se dirent dans le silence. Sa tante la félicita, lui dit simplement « Tu as fait ce qu'il fallait ». Camille sourit. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle sentait que cette phrase s'appliquait à elle. Le journal d'Élodie restait sur sa table de chevet, non comme une cicatrice ouverte, mais comme un rappel. Ce carnet rempli de mots douloureux, de réflexions lucides, de peurs tues, avait été la première voix que Camille avait entendue dans cette maison étrange. Une voix féminine, seule, coincée dans un monde où ses limites n'étaient jamais respectées. Ce journal avait été le point de départ de sa libération, et elle voulait en faire quelque chose. Elle commença à écrire un article, non pas pour exposer Adrien, ni pour rouvrir de vieilles blessures publiques, mais pour raconter son expérience en changeant les noms, les lieux, les dates. Elle voulait parler du danger silencieux des relations construites sur la réparation, de la manipulation émotionnelle qui peut se cacher derrière les bonnes intentions, de la manière dont certaines femmes, comme Élodie, comme elle, peuvent se perdre dans les besoins des autres, jusqu'à oublier les leurs. Ce ne serait pas un texte de vengeance, ce serait un texte de mise en lumière, de prévention. Le choix qu'elle avait fait, partir, parler, reconstruire, n'était pas facile. Mais il était sien, et cela changeait tout. Elle comprenait au fil des jours que la liberté ne se crie pas toujours haut. Parfois, elle s'écrit doucement dans les marges d'un cahier, dans la routine d'un métier simple, dans le choix d'une nappe ou d'un livre. Et cette liberté-là, discrète, lucide, elle valait bien plus que toutes les promesses faites à voix basse dans une maison pleine d'ombre. Des mois avaient repassé. Les saisons avaient tourné lentement, apportant avec elles une transformation presque imperceptible, mais profonde. L'air était désormais plus frais dans la petite ville où Camille avait élu domicile. Les arbres perdirent leurs feuilles dans un balai silencieux, et les enfants de sa classe parlaient déjà des fêtes de fin d'année. Tout autour d'elle semblait ordinaire, presque banal, et c'était précisément cette banalité retrouvée qui lui procurait le plus de réconfort. Il n'y avait plus de secrets à déterrer, plus de portes à ouvrir en tremblant, plus de visages fuyants à déchiffrer. Sa vie avait changé de couleur, de rythme, de densité. Un matin de novembre, Camille publia son article dans un journal local. Il s'intitulait simplement « L'amour ne guérit pas les blessures qu'il ne comprend pas ». Elle y racontait, sous pseudonyme, une histoire inspirée de la sienne, mettant en lumière les mécanismes de contrôle affectif, les attentes projetées sur l'autre, le danger d'ignorer les signaux d'alerte,
parce qu'ils sont enveloppés dans une affection apparente. Elle ne parlait pas de violence physique ni de menaces. Elle parlait de ce qui est plus difficile à nommer, le poids du non-dit, la douceur qui enferme, le soin qui devient cage. L'article ne suscita pas immédiatement un grand écho. Mais au fil des jours, elle reçut des lettres. D'abord quelques-unes, puis des dizaines. Des femmes lui écrivaient pour lui dire qu'elles s'étaient reconnues. Certaines parlèrent de relations étouffantes, d'hommes gentils mais destructeurs, d'enfermement affectif déguisé en sécurité. D'autres racontaient avoir vécu des histoires où leur image avait été utilisée pour combler des absences, pour effacer un passé que leurs compagnons refusaient d'affronter. Toutes exprimaient la même chose, un soulagement de voir ces expériences enfin mises en mots. Camille lut chaque lettre avec attention. Certaines l'émurent profondément, d'autres la firent frissonner, tant elle résonnait avec ce qu'elle-même avait vécu. Elle répondit à plusieurs d'entre elles, prenant soin de ne jamais se poser en conseillère, mais en présence solidaire. Elle ne voulait pas donner de leçons, encore moins imposer un chemin. Elle voulait juste être là, écrire, écouter, témoigner. Son histoire douloureuse et singulière était devenue un miroir pour d'autres. Et en brisant le silence, elle avait permis à d'autres de parler. Un jour, elle reçut une enveloppe plus épaisse que les autres. À l'intérieur, une lettre manuscrite et un document officiel. La lettre venait de l'avocate à qui elle avait confié les pièces de l'affaire Élodie Durand. Elle lui écrivait que l'enquête avait été réouverte à titre exploratoire, qu'un procureur s'y intéressait à nouveau, en particulier depuis qu'Adrien avait confirmé certains faits dans ses déclarations. Le corps d'Élodie n'avait pas été retrouvé, mais des incohérences dans les premiers rapports avaient été mises en lumière. Rien ne prouvait un crime, mais rien ne permettait non plus de conclure à une simple disparition volontaire. L'enquête continuerait lentement, mais cette fois avec attention. Camille resta longtemps immobile après avoir lu la lettre. Elle ne ressentit ni vengeance, ni triomphe, seulement un étrange calme. Elle avait porté cette histoire plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu, et à présent, la justice suivait son cours sans qu'elle ait à la guider. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait agi. Le reste ne lui appartenait plus. Ce même soir, elle écrivit une dernière entrée dans son journal. Elle y nota simplement « Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas un substitut. Je ne suis pas une survivante. Je suis Camille. » Et cela suffit. Elle referma le carnet, le rangea dans une boîte avec les lettres reçues, le journal d'Élodie et la réponse d'Adrien. Elle n'aurait plus besoin de les relire. Leur place était désormais dans le passé. Sa vie quotidienne, elle la construisait à petits gestes. Les matins dans la classe, les après-midi à la librairie du rez-de-chaussée, les soirées à lire ou à cuisiner pour elle-même. Elle s'autorisait des promenades, des cafés en terrasse, des rendez-vous avec des collègues. Rien d'extraordinaire. Mais chaque jour avait sa propre respiration, libre de toute attente imposée. Elle avait réappris à s'appartenir. Un dimanche, alors qu'elle se trouvait dans un parc à lire, une femme s'assit à côté d'elle sur le banc. Elle la regarda longuement, puis dit doucement « J'ai lu votre article. Ce que vous avez écrit m'a aidé à partir. » Camille ne sut quoi répondre sur le moment. Elle sourit, inclina légèrement la tête. Puis, après un court silence, elle dit « C'est vous qui vous êtes aidé. Moi, je n'ai fait que mettre des mots. » La femme lui tendit la main. Elles restèrent de quelques instants là, côte à côte, sans parler. Puis la femme se leva, la remercia et s'en alla. Camille regarda les feuilles tomber. Et elle sut que quelque chose avait vraiment changé. Elle n'avait plus peur, ni d'Adrien, ni de son passé, ni même de ce que les autres pensaient d'elle. Elle n'avait plus besoin de tout comprendre pour avancer. Elle avait retrouvé son axe, sa voie, son espace. Elle n'était plus celle qui acceptait des décisions imposées, des silences douteux, des regards absents. Elle était celle qui choisissait, celle qui écrivait, celle qui vivait. Et c'est dans cette simplicité nouvelle que Camille découvrit ce qu'était réellement la liberté. Non pas une évasion spectaculaire, mais la capacité de marcher dans le monde sans se trahir, de dire non sans se justifier, de partir sans se retourner, de rester sans se perdre, de respirer chaque jour sans avoir à se défendre. Ce jour-là, en rentrant chez elle, elle s'assit à sa table, ouvrit un cahier neuf et écrivit en haut de la page « Chapitre 1 Camille, rien d'autre ». Et c'est déjà tout.